C'est l'heure de l'information sur RTI 1. Bienvenue. Au sommaire ce soir, la visite technique effectuée par le Premier ministre au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. L'infrastructure doit abriter tous les matchs de l'équipe nationale lors de la première phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Robert Begré-Mombe a insisté sur la qualité des équipements et sur la tenue des délais. Le règlement du Sénat de Côte d'Ivoire pour la deuxième législature connaît quelques changements. 4 grandes modifications votées à l'unanimité par les sénateurs membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. En Afrique du Sud, en mission, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts a une séance de travail hier lundi à Johannesburg avec son homologue sud-africaine. Ils ont entre autres parlé de la mise en œuvre des accords forestiers qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Le dossier EcoPlus de ce mardi s'intéresse à la question de l'exportation du cacao. Une nouvelle réglementation a été adoptée par l'Union européenne. Les pays producteurs doivent mener une politique de durabilité qui inclut entre autres la certification, la traçabilité et la protection de l'environnement. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce 20h à Ebimpe. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe a conduit une visite technique au stade Alassane Ouattara. L'infrastructure sportive d'une capacité de 60 000 places va accueillir les rencontres de l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Alexis Ouedraogo nous propose le point de cette visite de terrain importante à quelques mois de la CAN en Côte d'Ivoire. L'inspection est minutieuse. Ce mardi, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, le Premier ministre Robert Begré-Mombe est venu observer de près les travaux effectués dans ce stade qui doit abriter tous les matchs de l'équipe nationale ivoirienne pour la première phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons passé en revue tous les points qui étaient des points de préoccupation. Nous avons regardé avec les entreprises, le BNET, les ingénieurs qui sont sur le chantier, et nous avons déterminé des repères de dates. Il y a 2 dates majeures. La première, c'est le prochain match de la Côte d'Ivoire contre les Seychelles. Le dispositif qui doit nous conduire à ce match dans d'excellentes conditions a été planté, adopté. Deuxième point de repère, le dispositif qui doit nous conduire à offrir un stade sans problème a été planté aussi et nous avons donné des dates aux entreprises, elles le savent. Par conséquent, au terme de ces 2 échéances, en principe, on ne doit plus avoir de problème au stade de Bimpe. C'est une exigence, on n'a pas le choix. S'il s'agit de la Côte d'Ivoire, et du président Alassane, qui a mis les moyens qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire offre à l'Afrique et au monde une compétition de très haut niveau. Personne n'a envie de jouer avec ça. Bien avant la séance de travail avec les équipes déployées sur le terrain, Robert Begré-Mombe, face à la presse, s'est voulu rassurant quant à l'implication de toutes les couches de la société pour le succès de cette fête du football. Nous allons rencontrer dans un premier temps les directeurs de publication, dans un deuxième temps toute la presse en ligne, dans un troisième temps tous les anciens sportifs. Nous allons aussi rencontrer les artistes, la jeunesse, nos braves mères qui sont sur les marchés, les transporteurs, tous les leaders d'opinion, pour qu'ensemble nous épousions cette grande célébration sportive qui va être une occasion de montrer au monde entier ce que sont les Ivoiriens, ce qu'est la Côte d'Ivoire, et particulièrement la grande hospitalité, la joie de vivre des Ivoiriens et surtout l'amitié que les Ivoiriens savent exprimer à l'égard de toutes les autres nationalités sans distinction.
À ce jour, plus de 4000 demandes d'accréditation presse, dont 800 sur le continent africain, ont été enregistrées. Du 13 janvier au 12 février 2024, le pays sera la capitale africaine du football. Sur place à Ebimpe, le Premier ministre Robert Begré-Mombe a rencontré la chefferie traditionnelle du village. Le chef du gouvernement s'est dit reconnaissant de leur contribution à la construction de l'infrastructure olympique. Il a par ailleurs invité ces garants de la tradition et de la cohésion à une mobilisation exceptionnelle pour la réussite de la CAN. Alexis Vedraogo. C'est la place publique du village d'Ebimpe qui reçoit ce mardi le Premier ministre Robert Begré-Mombe. Le chef du gouvernement est venu confier à la chefferie traditionnelle le succès de la mobilisation pour la CAN. Vous avez accepté de donner vos terres pour permettre à notre pays de construire une grande cité olympique ici, avec un très grand stade, le plus grand de Côte d'Ivoire, qui porte le nom illustre du président de la République, Alassane Ouattara. Nous vous confions toutes les compétitions qui vont se dérouler à Ebimpe ici. Par conséquent, je demande à nos parents, les chefs, les femmes, les jeunes, d'en faire leur affaire. Prenez cela en main. Des mots bien reçus par le village d'Ebimpe qui, par la voix de son chef, s'engage à la réussite de l'événement. Les populations d'Ebimpe et d'Aniama, dont je me fais le porte-voix, vous autorisent symboliquement et spirituellement à vous rendre au stade. Ils vous assurent de leur bénédiction pour que, en votre qualité de chef de gouvernement et ministre des Sports, vous puissiez livrer des infrastructures sportives aux normes internationales pour la compétition. Les populations donnent rendez-vous le 13 janvier 2024 prochain au stade d'Ebimpe pour faire vibrer avec les éléphants toute la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a également, ministre des Sports et du cadre de vie, a en outre annoncé une série de rencontres avec plusieurs corps de métier, notamment avec les professionnels de la presse pour une belle CAN en Côte d'Ivoire. Son ministre délégué en charge du sport et du cadre de vie est lui aussi sur le terrain. Il rencontre et échange avec les structures sous tutelle. Samuel Metch. C'est par un accueil chaleureux des étudiants et du personnel de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS de Marcory, que le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des sports et du cadre de vie, Adje Silas Metch, a entamé sa tournée des directions techniques sous sa tutelle. Une série de visites sur le terrain à la rencontre de ses collaborateurs de l'INJS et de l'OASU afin de mieux appréhender leur réalité et surtout les engager autour du projet commun qui est la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Il est tout à fait indiqué que je vienne vers les structures attachées au ministère pour une séance d'immersion et puis prendre contact avec vous. Aujourd'hui, l'urgence, c'est la CAN, et c'est la CAN. Passer l'information pour que tous les Ivoiriens soient mobilisés en vue de la réussite dans l'organisation de cette importante activité. Un geste fort apprécié par les directeurs présents qui ont profité de cette tribune pour présenter les objectifs de leur structure avant de garantir leur totale adhésion à la vision partagée. En tout cas, nous avons senti une oreille attentive donc à tout ce que nous avons dit et nous espérons que, avec son accompagnement, nous continuerons donc d'avancer pour nous permettre d'atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Juste après, cap a été mis sur le village d'Ebimpe, où le ministre est allé rejoindre son Excellence Monsieur le Premier ministre Robert Begré-Mombe pour d'abord présenter les civilités aux populations de ce village et participer par la suite à la visite technique du plus grand stade du pays qui porte le nom du chef de l'État, Alassane Ouattara.
Et voilà une visite technique que vous avez pu voir en début de journal. Direction le Sénat, la présidente Kandia Camara a échangé avec les ambassadeurs de pays accrédités en Côte d'Ivoire, la Chine, l'Inde et la Russie. Il a été question de renforcer la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et ces 3 pays amis. Des missions conjointes sont prévues et vont bientôt être menées. Dans le même temps, le Sénat, la Chambre haute du Parlement, connaît quelques changements pour cette 2e législature. L'apport de modifications au règlement a été voté à l'unanimité par les sénateurs institutionnels, membres institutionnels et des collectivités territoriales. Il s'agit de 4 grandes modifications qui répondent à des besoins actuels. On voit cela avec Kader Sokodogo. Le Sénat de Côte d'Ivoire a entamé depuis peu sa 2e législature. Pour un bon fonctionnement et pour répondre aux défis du moment, des modifications sont amenées. En la matière, cela est du ressort de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Il y a eu plusieurs lois qui ont été adoptées par notre Chambre d'ailleurs et qui ont une incidence directe sur l'organisation et le fonctionnement du Sénat. Ainsi donc, nous avions jugé utile d'introduire une nouvelle résolution qui prend en compte l'ensemble de ces éléments. Des réformes qui s'articulent autour de 4 points majeurs. Nous pouvons citer par exemple la nécessité de créer une 7e commission, la commission qui est chargée de l'évaluation des politiques publiques. Il y a eu également la nouvelle constitution qui a introduit 2 sections parlementaires en lieu et place de la 16 section qu'il y avait. Et donc, en application des thèmes de cette nouvelle constitution, nous avions également introduit cette proposition à l'effet de changer les sessions du Sénat, de les adapter aux exigences de la Constitution. Il y a également l'extension du droit d'amendement qui a été faite au président de la République. Même en séance plénière, le représentant du président de la République peut intervenir dans la suggestion que ce soit un amendement ou un sous-amendement. C'est à l'unanimité que les 24 sénateurs membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales ont dit oui à la modification. Elle sera soumise bientôt à l'ensemble des sénateurs en plénière. La 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat a ouvert ses portes ce mardi au parc des expositions. Pendant 5 jours, 600 exposants venus de tout le continent sont prêts à accueillir plus de 100 000 visiteurs. Pays invité d'honneur pour cette édition, la République démocratique du Congo. Dangui. Des produits artisanaux venus des 4 coins du pays et de l'Afrique cristallisent l'attention, rivalisent de beauté et d'originalité. Bienvenue à la 5e édition du MIVA, marché ivoirien de l'artisanat, au parc des expositions. Au milieu de son stand, sans autre ornement que sa machine, Simba fascine les visiteurs. Non, et quand je vois une femme qui est là, ça me fait plaisir. La passion pour ce métier de tissage qu'elle transpire cache mal les défis auxquels Simba doit faire face au quotidien. Elle fait le pain tissé, mais là où elle fait le pain tissé n'est pas approprié, quoi. Donc on a besoin d'une grande salle pour pouvoir faire le pain tissé. Parce que ça les fatigue, ils ont vraiment besoin d'aide de fait. Ce sont ces pains tissés que Olivia Pérez, installée juste en face, utilise pour coudre ses costumes haut de gamme. Nous, on a besoin de pouvoir affirmer notre identité. Si déjà les officiels portent le pagne de Côte d'Ivoire, tout le monde va aimer le pagne. Juste avant, la cérémonie d'ouverture officielle de la 5e édition du MIVA donnait l'occasion aux acteurs du secteur d'appeler à la professionnalisation de la corporation. Je vous invite à sortir de l'informel et vous faire identifier et immatriculer à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. J'invite, au-delà des artisans, les entreprises du secteur privé, à prendre une part active à cette rencontre et exhorte tous les acteurs de l'écosystème de l'artisanat, les partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble des populations à visiter nos stands
et à s'approprier nos produits artisanaux. Pays invité d'honneur de cette 5e édition du MIVA, le Congo-Brazzaville, représenté à ce marché par une vingtaine d'artisans congolais. Soyez rassurés que toutes les dispositions ont été prises dans les détails pour vous garantir des produits de qualité, des échanges, le divertissement au stand du Congo que nous vous invitons à visiter. Après avoir partagé sa conviction selon laquelle l'artisanat est un vecteur d'inclusion sociale et de développement durable, le ministre du Commerce a appelé les Ivoiriens à consommer les produits locaux. Consommer local permet de créer des emplois, permet de créer de la valeur ajoutée, permet d'avoir une économie forte et permet de valoriser le savoir-faire de nos braves artisans. La 5e édition du MIVA va durer 5 jours avec 600 exposants qui attendent plus de 100 000 visiteurs. Et le pays invité d'honneur à ce 5e MIVA, le Congo-Brazzaville. Direction maintenant l'Afrique du Sud. Une mission ivoirienne y est conduite par le ministre des Eaux et Forêts. Laurent Tchagba a eu une séance de travail hier lundi à Johannesburg avec son homologue sud-africaine. Ils ont parlé de la mise en œuvre des accords forestiers qui existent déjà entre les deux pays. Khalid Diomonde et Ngata Kwame. Bien plus qu'une simple rencontre, c'est un appel à l'action. Laurent Tchagba vient réaffirmer à Barbara Crissi, la ministre sud-africaine des Forêts, la volonté du gouvernement ivoirien pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente signé entre les deux pays lors de la visite d'État du président Alassane Ouattara en juillet 2022. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts est d'ailleurs porteur de 3 projets pour lesquels il sollicite l'appui de son homologue. Il s'agit de l'aménagement de la forêt classée d'Anguédédou, la création de sanctuaires fauniques et de parcs zoologiques. L'initiative séduit, Barbara Crissi marque son soutien. Je suis donc très heureuse d'entendre la vision du ministre des Eaux et Forêts. Nous nous sommes engagés donc à soutenir le ministre dans la réalisation de ces 3 grands projets qui sont d'une importance capitale, ainsi que la redynamisation de la mise en œuvre de l'accord de coopération signé entre nos deux pays. Une chose est de signer un mémorandum, mais une autre chose est de se battre pour faire en sorte que ce mémorandum puisse être mis en œuvre. Et ayant pris l'initiative avec mon équipe de venir en Afrique du Sud, avoir le soutien de l'Afrique du Sud au travers du ministre en charge de la forêt, je ne peux qu'être satisfait et content d'avoir réussi cette mission. Pour matérialiser leur volonté de mutualiser leurs efforts, les deux ministres décident de la mise en place d'un comité de suivi des projets. Sur les questions de financement, la partie sud-africaine s'est dite prête à accompagner la Côte d'Ivoire pour l'obtention des ressources auprès des bailleurs. Une autre rencontre entre les deux ministres est prévue se tenir en 2024 à la demande de Barbara Crissi, afin de renforcer leurs axes de coopération. On parle maintenant d'exportation du cacao. Le dossier EcoPlus va nous permettre ce soir de mieux comprendre la nouvelle réglementation qui a été adoptée par l'Union européenne en la matière. À compter de 2025, toute exportation de spéculation, notamment le cacao, sera interdite sur certaines conditions ne sont pas réunies. Les pays producteurs doivent mener une politique de durabilité et elle inclut entre autres la certification, la traçabilité et la protection de l'environnement. C'est un dossier produit par Lanciné Bakayoko. L'Europe est résolue. Après le 30 décembre 2024, le cacao vendu sur son marché devra suivre un programme de durabilité. Une échéance capitale pour la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, 40% de l'offre mondiale. En ce début de matinée, Yves Brahima Koné, le directeur général du Conseil Café Cacao, a rendez-vous avec les directions opérationnelles de l'Union européenne au siège de l'institution à Bruxelles. Il est accompagné d'une forte délégation. C'est quasiment l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se joue.
Je me félicite de votre présence ici aujourd'hui à Bruxelles, ce qui pour moi souligne l'importance pour votre pays d'un engagement, d'une coopération intense entre l'Union européenne, la Commission européenne et la Côte d'Ivoire autour de ce que je perçois comme un défi partagé. Un défi partagé, mais pas au même degré. Pour la Côte d'Ivoire, le cacao, c'est 15% du PIB, 3 000 milliards de revenus à l'export, au moins 2 038 milliards distribués annuellement aux millions de producteurs. Toute restriction devrait donc avoir des incidences sur la Côte d'Ivoire. Autour de la table, Yves Brahim-Makoné, entouré de ses meilleurs experts, essaie de convaincre les Européens. Nous sommes venus essentiellement à cette rencontre pour présenter ce que la Côte d'Ivoire a fait dans le domaine de la traçabilité pour tout ce qui concerne le cacao durable. Face à l'Union européenne, la Côte d'Ivoire plaide pour être classée pays à faible risque. Une demi-dizaine d'arguments sont mis dans la balance. Le recensement, la mise en place d'un système de traçabilité, l'agroforesterie ou encore la reforestation. Nous avons depuis 2018 que nous avons fait le recensement de nos planteurs, le recensement de notre verger. Et donc, en principe, notre cacao devrait avoir moins de problèmes pour entrer sur le territoire européen. Dans les zones de production, les producteurs de cacao ont désormais leur carte. Cette carte multifonction, tout en permettant de disposer d'informations fiables sur les producteurs, permet d'assurer la traçabilité de la production pour la durabilité de la filière, apportant ainsi une réponse aux exigences du marché international. Mais la carte dispose également d'une puce bancaire pour permettre des transactions financières sur la commercialisation des produits. Monsieur Yo, on a pesé ton cacao, ça fait 130 kilos. On va saisir ça dans le terminal. Grâce à ce procédé, M. Yeo a donc pu récupérer son argent en toute sécurité. Toujours sur le volet de la traçabilité, un système a été mis en place. Il s'agit d'un système visant à garantir la transparence sur l'origine de produits, de sorte à certifier qu'ils respectent les normes environnementales, sociales, économiques et de durabilité. Dans le cadre de l'agroforesterie, 7 500 000 arbres ont été introduits dans les plantations de cacao et 3,3 millions d'hectares géolocalisés. Il faut avoir une machette très tranchante parce que le pouvoir aller de manière horizontale doit être toujours à l'oblique. À 1 cm du doigt, on coupe avec rapidité, on fait ça et nous mettons dans la terre. D'abord, un premier coup de terre, nous remontons bien la terre. L'autre volet important inclus dans la durabilité par l'Union européenne est l'amélioration de l'environnement des paysans. En plus des écoles et des centres de santé, désormais l'adduction en eau potable est une exigence. Plusieurs villages ont déjà bénéficié de cet équipement, comme ici à Gotonguiné dans la région de Man. Un moment de réjouissance. Le canton même est surdépassé de cacao parce qu'il y a assez de planteurs que la grande partie sont en brousse et le village est trop grand. La population est contente d'avoir la pompe. Ces initiatives sont portées par le Conseil Café Cacao qui en fait une de ses priorités. De 2012 à 2023, c'est au total 1164 forages qui ont été réalisés. Nous avons 1557 pompes à motricité humaine qui ont été posées. Nous avons aussi 150 stations solaires et 10 systèmes hybrides qui ont été posés. Toutes ces actions suffiront-elles à garantir l'entrée du cacao ivoirien sur le marché européen? Là se trouve toute la question. Le dossier EcoPlus qui nous a été proposé ce soir par Lanciné Bakayoko. Les acteurs des cours de compte de l'espace UMOA sont outillés aux bonnes pratiques en matière de transparence dans les industries extractives. La formation a particulièrement porté sur l'audit des attestations de déclaration de recettes lors de ces industries. Frédéric Oulaï et Léon Brou.
Juridiction indépendante, la Cour des comptes assure par des directives le contrôle et la fiabilité des données budgétaires dans les pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour la transparence dans les industries extractives, la Cour outille ses acteurs sur l'harmonisation des procédures et la fixation des normes communes de contrôle des finances publiques. 4 jours de renforcement des capacités sur le thème audit d'attestation des déclarations des recettes des industries extractives. Les industries extractives représentent des mobilisations de sommes d'argent de plus en plus importantes qui peuvent contribuer fortement au budget des pays membres. Et il est important que ces ressources soient transparentes. Donc il est bon que nous, institutions supérieures de contrôle, soyons bien formés pour pouvoir contrôler ces secteurs. Promouvoir la bonne gouvernance à travers l'amélioration du système de contrôle des finances publiques dans l'espace UEMOA. Sur cet enjeu, les experts de la Cour des comptes s'accordent pour délivrer des actes transparents dans les industries extractives. Divers aspects seront abordés. Comment contrôler les entreprises extractives? Comment améliorer la gestion et la transparence des entreprises extractives. Donc c'est l'objet de la présente formation qui va se tenir ici. Ces assises de la Cour des comptes sont aussi l'occasion de passer en revue la gouvernance des deniers publics dans l'espace UEMOA. Elles traduisent également l'ambition de l'institution sous-régionale à œuvrer au professionnalisme et à l'efficacité de ses États membres dans la gestion des finances publiques. Une page sombre dans ce journal, la levée de corps de Monseigneur Daniel Dadié, archevêque de Korogo. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement étaient présents à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour rendre un dernier hommage à l'homme de Dieu. Il sera inhumé vendredi à Korogo. Grâce Crando. Parvis de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le Premier ministre et des membres du gouvernement, autorités politiques et administratives, amis et connaissances sont venus à la levée du corps de Monseigneur Marie-Daniel Dadié. Au sein de la cathédrale, une messe au suffrage de Monseigneur Marie-Daniel Dadié a été dite par Jean-Pierre Cardinal Coutois. À l'entame de la célébration eucharistique, Monseigneur Marie-Daniel Dadié reçoit les attributs de son ministère sacerdotal et épiscopal. Les témoignages sur sa vie révèlent un homme qui s'est entièrement consacré à Dieu et aux hommes. Monseigneur Marie-Daniel Dadié a vécu l'amour au concret. Il a fait, en accueillant dans son diocèse, à Korogo, beaucoup de prêtres en difficulté. Tu as été parmi nous un véritable sacramentum amoris, sacrement de l'amour, sacrement signe visible de l'amour et de la bonté de Dieu. Merci Marie-Daniel Dadié. Un seul Dieu, Père de tous, c'est autour de cette devise que le prélat a bâti son ministère sacerdotal et épiscopal. Monseigneur Marie-Daniel Dadié aurait eu 25 ans d'épiscopat le 11 octobre dernier. Il sera inhumé à Korogo ce vendredi à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. En sport, la 20e édition du championnat d'Afrique de taekwondo nous conduit au centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, pays hôte, a remporté 10 médailles, dont 2 en or, et se classe 2e derrière le Maroc. Arsène Kouassi. L'ambiance est bel et bien de retour dans les travées du centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Pour cette journée inaugurale du championnat d'Afrique, le public qui a effectué le déplacement n'a pas boudé son plaisir, aussi bien dans les phases éliminatoires qu'en finale. Dans la catégorie de moins de 58 kg, le duel entre l'Ivoirien Diakité Issa en plastron bleu et Noureddin Issaka du Niger a tourné à l'avantage du Nigérien. Idem pour son compatriote Kobena Aron, plastron bleu, chez les moins de 68 kg.
Malgré sa détermination, il plie les Chines contre l'Égyptien Ahmed Nassar. Chez les dames, Astan Batili s'est incliné contre la Marocaine Abou Farah Fatima. Dans l'autre attraction de moins de 67 kilos, Gbagbi Ruth en plastron bleu a fait honneur à la Côte d'Ivoire. Déterminée, la tireuse ivoirienne use de malice malgré son déficit de taille par rapport à la Nigérienne Elisabeth Oluchi pour s'imposer dans les 2 rounds. En finale, ça n'a pas été facile face à la Nigérienne parce qu'elle est très grande de taille, elle dérange et elle a un très bon coach allemand qui lui donne de bonnes stratégies. Et également avec mon coach, on a travaillé des stratégies avant la finale et par la grâce de Dieu, ça a marché. Grâce à cette victoire, Gbagbi Ruth engrange 40 points et fait un grand pas vers la qualification des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il lui reste 36 points qu'elle devra aller chercher au Grand Prix de Manchester les 2 et 3 décembre prochains. Et une médaille de bronze suffit pour qu'elle valide son billet pour les JO de Paris 2024. L'autre satisfaction de la seconde journée, c'est la performance d'Ibo Kumba Hélène dans la catégorie des moins de 62 kg. La tireuse ivoirienne a décroché de haute lutte la médaille d'or en disposant de la Marocaine Myrial Koulal en 2 rounds. Je suis heureuse d'avoir dignement représenté mon pays et d'être la deuxième qui remporte la médaille d'or. Une performance remarquable qui permet à la Côte d'Ivoire de terminer la compétition avec 10 médailles, dont 2 en or, 5 en argent et 3 de bronze. Au classement général chez les dames, la Côte d'Ivoire occupe la 2e place derrière le Maroc. Au total, 221 athlètes venus de 36 pays ont pris part à ce championnat d'Afrique de taekwondo. Sur la scène internationale, les relations entre le Rwanda et la RDC restent tendues. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a exhorté à la désescalade lors d'un appel mardi avec le président rwandais. Le secrétaire d'État a relayé le plaidoyer américain en faveur d'une solution diplomatique aux tensions entre les 2 pays. Direction le Portugal pour terminer. Le Premier ministre António Costa a annoncé avoir présenté sa démission au chef de l'État qu'il a accepté. Le chef du gouvernement s'est retrouvé éclaboussé par une affaire de corruption liée à l'attribution de contrats énergétiques. Et c'est tout pour ce 20h. Restez sur RTI 1. Votre émission Le Débat est consacrée ce soir à l'univers des services de livraison à moto. Journalistes, représentants du ministère des Transports, livreurs et consommateurs vont échanger sur ce sujet d'actualité dans une présentation de Mariem Touré. Agréable fin de soirée à tous sur nos antennes.